Père Palenor s'est engagé dans le redouté golfe des Peines, grand ouvert à l'océan Pacifique. Nous avions une chance d'animal à cornes, encore une aide du bienveillant bœuf musqué pour le passer par grand beau temps. D'abord un remous en surface, puis un souffle et un aileron émergent ont attiré notre attention. 4 finuels, sûrement des rorquals communs, croisaient notre route. Ils plongeaient entre 3 et 5 minutes, respiraient une fois et replongeaient à nouveau pour apparaître là où on ne les attendait pas. Pour nous reposer de cette longue étape, nous sommes ancrés dans la Caleta Mayor. Nicolas, sentant l'endroit et le moment propice, en profita pour sortir son brol de plongeur. Parachute. Et donc, si je sors mon parachute en fin de plongée, ou même n'importe quand, ça veut dire que j'ai des difficultés à arriver au bateau. C'est-à-dire qu'il faudrait monter dans l'annexe et venir me chercher, si vous voulez bien. Comme il faut venir te chercher. Ou bien c'est que mon panier est tellement plein que je parviens pas à le ramener au bateau. Un quart d'heure lui suffit pour s'équiper en homme grenouille. Une fois la métamorphose terminée, il disparut sans hésiter sous un chapelet de bulles pour une randonnée solitaire de l'autre côté de la surface. Comme des oiseaux dans le ciel, des espèces d'écrevisses planaient au-dessus de lui, et les crevettes flamboyantes le regardaient passer. Lionel et moi scrutions la crique, jusqu'à ce que le ballon rouge fasse son apparition à quelques centaines de mètres de notre mouillage. Super beau, hein. C'est super. Mais il n'y a pas de centurion. C'est vrai? Pas de chance. Pourtant, c'est vraiment le bon biotope, quoi. Ce sable entre de algues. C'est le bon biotope, mais il y a des crabes, pas mal de crabes. Et les anses. Là, j'ai alors sur le fond, c'est plein de boules qui ont été dégustées. Boule. Ouais. Je t'ai dégusté. Dégustées par les pêcheurs. Même si nous avions un peu dérapé la veille, Nicolas pensait avoir vu des castors. C'est pourquoi on a eu l'idée de remonter la rivière se trouvant au fond de la crique. C'était un enchevêtrement d'arbres renversés et de branches cassées, au milieu desquels il était difficile de progresser. Ce bois mort était dévoré par les moisissures et les mousses, comme recyclé par cette espèce d'entité qui nous enveloppait. Alors, nous avons laissé s'écouler dans nos oreilles le chant paisible et immuable de la forêt primaire et celui de l'eau dans nos bottes. C'est concret, ça, en fait. C'est le début du sous-marin. Bon, immergé dans Ouais, le pied, enfin, toi. tribord, c'est quand même mieux. Hein. Moi, j'ai les deux pistes. Mais t'as pas pris la même piste.
Le lendemain, après avoir mouillé dans la Caleta Stella Maris, Nicolas se transforma encore une fois en homme grenouille. Et une fois de plus, un quart d'heure lui suffit à être prêt pour aller traverser la surface de l'eau. Il ne restait plus qu'à l'attendre. Bon, voilà. Ça fait un peu trop grand, fais attention. Lorsque je retourne à Galets par curiosité, je découvre un petit monde de vers et de crustacés qui grouillent et qui n'a besoin de personne. Alors, lorsque je marche sur cette grève, j'écrase à chaque pas quelques petits organismes. De quel droit? Je viens de parcourir plus de 15 000 kilomètres pour marcher sur ces cailloux et déranger leurs habitants. Même si je ne fais que passer discrètement, je ressens comme une grande responsabilité d'aller là où personne ne va. Deux dizaines de milles plus loin, les nuages se sont évaporés et nous repérons quelques otaries sur un rocher au ras de l'eau. Nos sens, comme ceux des chasseurs, s'éveillèrent, mais nous n'étions armés que de nos appareils photo. Ces lions de mer se méfient de nous. Bien qu'ils soient nombreux, leurs apparitions sont furtives. Même s'ils n'ont pas vraiment peur du bateau et de ces chasseurs d'images. La facilité avec laquelle certaines se déplacent sur les rochers dans l'eau est d'une grande élégance. L'adaptation à leur milieu est éclatante. Et dans ce pays du grand beau, la nature nous démontrait une fois de plus sa quête de beauté et de perfection. Contre le vent et le clapot hérissé, nous remontions le canal Agustino, et au loin, un îlot couvert d'oiseaux et de taches brunes nous fit changer de cap. C'étaient des cormorans impériaux et un groupe d'une quarantaine de tailles, de nouveau des lions de mer. Ils aiment se rassembler en groupe et se vautrent sur des rochers choisis offrant un accès facile à l'eau. Lorsqu'un danger approche, le groupe s'agite et tous ensemble sautent à l'eau, d'un seul et même élan, sans vraiment chercher à identifier le risque. Les lions de mer sont nombreux dans la région. Depuis qu'ils sont protégés, leur population se développe bien, au point d'opposer une concurrence importante aux pêcheurs locaux qui voient leur prise diminuer de plus de 30%. Ces énormes animaux, pesant le poids de 3 ou 4 hommes, nagent mieux que les poissons, puisqu'ils en dévorent quand même 8 à 10 kilos chaque jour. Les otaries aiment vivre en groupe. Elles s'effleurent de leurs longues moustaches hypersensibles, ou se collent les unes contre les autres. Nous avons devant nous une colonie, une tribu, pourquoi pas un clan. Un clan autosuffisant, ne prélevant à la nature que ce qu'il a besoin. Ils semblent avoir leur code, leur façon de communiquer. Ils se connaissent tous et semblent être gentils entre eux. Ça nous laisse songeurs.
Dans chaque tribu, il y a un chef. C'est simple, c'est le plus gros et le plus fort de la bande. Comme chez les loups, il occupe la position la plus élevée, et ses copains lorgnent vers cette place. Souvent, le boss grogne de sa voix de baryton pour affirmer son statut et son envie de continuer la sieste. Nous n'assistons qu'à de petites conversations courtoises, qui n'ont rien à voir avec les vrais combats pour une belle otarie aux grands yeux et aux formes parfaitement galbées. On les sent maîtres de leur fief, puissants et sûrs d'eux, peut-être parce qu'ils ont compris que l'homme n'est plus un ennemi, pour le moment. La fin de notre épopée approchait. Des fermes de saumon jalonnaient maintenant notre route. La civilisation des hommes commençait à se manifester et la nature commençait à faire des concessions. Chacabuco n'a plus qu'à 30 000. Nous en sommes aux toutes dernières pages de ce conte de fées que nous venons de vivre. Il y aura, pour cette avant-dernière journée de navigation, une escale pour le moins inattendue. Les sources chaudes déversent leurs eaux fumantes dans une caleta, et nous espérions nous y baigner. Là, de rocher, là, ça doit être bien chaud. C'est là que tu tires la source. Ouais, on sent la chaleur. Ah oui, on sent la chaleur. Oui, c'est pas ça qui m'inquiète, mais quelqu'un va dans l'annexe voir si ça vaut la peine d'aller? On voit l'annexe fonctionner, c'est vraiment très très chaud. Ouais. Là, c'est vite fort en dessous, donc l'eau chaude est froide en fait. Ah, c'est vraiment chaud et froide. Excellent. Parfait. Parfait, pour se laver après 15 jours de nage. Votre maillot. À notre grande surprise, des infrastructures touristiques ont été mises en place récemment. Des piscines, remplies d'une eau naturellement chaude comme dans une baignoire, nous tendaient les bras. Et en y barbotant comme des otaries, nous y avons laissé nos odeurs de marins patagons. Les gens deviennent fous et se battent au Colruyt à tel point que la police doit intervenir. C'est uniquement Colruyt. Et donc Alex, qu'est-ce qu'on vient de prendre là par rapport à notre vol? Eh bien que tout simplement il est annulé. Et il s'excuse pour cet inconvénient. Voilà. Ouais. Voilà. Changement de votre réservation, annulation. Le lendemain, dès qu'il y eut du réseau, les mauvaises nouvelles d'un monde en panique nous firent oublier la Patagonie, et notre siège s'arrêta net en montant dans ce minibus. Pendant les 2 heures de route qui suivirent, nous ne savions plus quoi penser. Comment rentrer en Europe? Était-ce aussi grave qu'on le disait? Et s'il faut rester ici, comment faire? Une fois arrivé à l'aéroport de Balmaceda, notre groupe, qui a si bien fonctionné, se fonda dans la foule. Parce que les grognements de ces lions de mer resteront gravés dans nos mémoires. De même que le chant de la glace contre la coque, ou celui des oiseaux du glacier Pio XI. Sans oublier le rythme de la pluie à Puerto Eden. Je suis sûr que nous entendrons encore longtemps le roulement de la cascade et le chant de l'étrave de Père Pal Nord qui dévorait les milles avec délice en compagnie de ses amis les dauphins. Aujourd'hui, le voyage est fini et en y repensant, je comprends enfin que ce sont toutes ces musiques qui font danser le crâne de bœuf musqué.